Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre en ce mardi matin et en ce moment très matinal pour parler d'accessibilité et de mobilité avec nous. Alors, pour vous expliquer comment fonctionne cet outil de Livestorm, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez adresser vos questions directement dans l'onglet questions en bas à droite. Et vous adressez également, parler entre vous et avec nos intervenants et intervenantes du jour via l'onglet chat qui est juste à côté également en bas à droite. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'événement. C'est notre animatrice Muriel qui se chargera ensuite de les transmettre à nos intervenants et intervenantes. Pour commencer l'événement sans plus tarder, je passe la parole au président de l'association Mobile Impulse, Fabrice Loriot. Oui, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce webinaire Tech de Mobile Impulse dédié à l'accessibilité dans les transports. Donc, on m'a demandé avec grand plaisir de faire cette petite introduction. Et donc, c'est avec une certaine fierté que j'ai introduit ce webinaire en tant que président de Mobile Impulse. Donc, c'est mon premier. Et donc, peut-être en guise d'introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet avec l'ensemble des intervenants, vous rappeler un peu finalement Mobile Impulse, qui était plus connu à l'époque sous le nom de ATEC ITS France, et qui a pour vocation, comme vous le savez, de réunir autour de l'équipe permanente les acteurs publics, collectivités territoriales, mais également aussi les acteurs privés, pour être un espace finalement unique de dialogue, d'intelligence collective, pour éclairer, pour parler de mobilité dans tout son ensemble, que ce soit au niveau de l'infrastructure, des services, du digital, de l'usage, de l'aménagement du territoire, tout ce qui peut contribuer à une meilleure mobilité au quotidien pour toutes et toutes. Et donc, grâce effectivement à l'ensemble de ces acteurs, on essaie d'embarquer et de co-construire des solutions et des systèmes de demain. Et donc, pour cela, on a un certain nombre d'éléments d'outils, comme effectivement la revue Tech, on a aussi le congrès, on a aussi pas mal de groupes de travail dans lesquels effectivement on vient de s'exprimer autour d'un thème, nos acteurs, publics comme privés, et ensuite d'en faire un livrable. Cette année, c'est par exemple la décarbonation des mobilités du quotidien. On a un séminaire prochainement qui est dédié à cela, ouvert à toutes. On a aussi fait un livrable autour de l'open payment dans les transports publics, donc un autre grand sujet qui permet de résoudre aussi parfois l'accessibilité aux services de transport. Mais on a des choses un petit peu plus à côté, comme la transition qui nous concerne tous, et comment le numérique peut participer à cette transition. Bref, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent d'éclairer effectivement ce paysage de la mobilité. Et c'est vraiment grâce à cela et grâce à vous que cette mobilité devient de plus en plus intelligente. Donc, ce que je vous disais, donc effectivement, une certaine fierté d'introduire ce webinaire, puisque c'était mon premier, mais je suis assez fier aussi de cette revue Tech, finalement, parce que c'est le concentré de l'expertise de nos adhérents et de notre écosystème, et donc de travailler autour d'une revue, on en a à peu près 3 à 4 par an, c'est un savoir-faire pour pouvoir mettre en perspective les différents intervenants, les acteurs de notre écosystème. Et donc, l'équipe permanente, et notamment Marianne, qui a pris la parole juste avant moi, participe à mettre en avant tout ce savoir-faire autour du digital et des technologies pour cette mobilité. Et puis, bien évidemment, je serais très intéressé d'approfondir ce matin avec vous combien c'est important, cette accessibilité des systèmes de mobilité, et encore une fois, de toutes les mobilités, en intégrant les infrastructures et les services, puisque, bien sûr, on parle souvent du dernier maillon, mais il y a tout ce qui est autour de cette mobilité, et donc c'est bien en évoquant l'ensemble des éléments liés à cette mobilité qu'on va être capable d'agir pour une meilleure accessibilité. Et donc, forcément, Mobile Impulse doit tenir une place importante dans cette réflexion, d'autant que le numérique, le digital, la data participent à améliorer l'accessibilité, et c'est ça qui me paraît effectivement très important. Donc, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, et puis, du coup, de donner la parole à Muriel, qui va organiser les débats de ce jour,
et on pourra effectivement, dans un deuxième temps, échanger de vive voix avec des questions-réponses, mais tout cela va vous être expliqué par Muriel et Marianne. Voilà, merci encore pour votre venue et bon débat. Merci Fabrice, merci à la revue Tech ou à la revue Mobile Impulse d'avoir pu consacrer un gros dossier à la question de l'information voyageur et des données d'accessibilité en mai dernier. Donc moi, je suis chargée de mission au sein de la délégation ministérielle à l'accessibilité. Je pilote la politique des données d'accessibilité en lien étroit avec la DGITM qui s'occupe de la grande politique d'information voyageur et des données en général. Donc moi, je suis vraiment sur le petit segment des données d'accessibilité. L'enjeu de cette politique, on est mobile qu'à partir d'informations. Sans information, pas de mobilité. C'est encore plus critique pour les personnes handicapées qui ne pourront pas s'engager dans un déplacement sans une information fiable et précise et, si possible, actualisée. Cette politique, elle va reposer sur plusieurs axes et on a des représentants de chacun de ces axes aujourd'hui autour de notre écran. C'est des axes qui sont complètement complémentaires. On a eu besoin d'abord de définir un vocabulaire et une grammaire pour décrire l'accessibilité dans le monde des transports, dans le monde de la voirie. Alors, on a aujourd'hui deux représentants de la normalisation, une qui prendra la parole, Tuto Taille, mais on a aussi Arnaud Gallet du CEREMA présent dans les participants qui ont co-construit avec tout l'écosystème la manière de décrire l'accessibilité, donc la normalisation. On a ensuite tout l'axe de travail qui consiste à collecter cette donnée en fonction de ces profils, de ces normes, de ces standards. Et donc, la collecte des données normalisées, c'est Bertrand Gervais de Somewhere qui nous en parlera. Alors, Bertrand Gervais, il a son activité Somewhere autour de l'information voyageur, de développement de calculateurs d'itinéraires, mais il est aussi pour l'État le chef de file du développement d'outils Accédit Mobilité, qui est un outil de collecte financé par l'État à disposition de l'écosystème. Écosystème, que ce soit collectivité territoriale ou les prestataires qui interviennent pour les collectivités territoriales. Et puis, une fois qu'on a ces données, il y a lieu de les réutiliser, de les utiliser, de les mettre à disposition des voyageurs. Et là, vous aurez le témoignage de Sylvaine Lenoxaïc de Lorient Agglomération, qui est la première collectivité avec un outil calculateur d'itinéraire entièrement intégré et capable de manger de la donnée accessibilité aussi bien dans les transports qu'en voirie. Voilà, donc je suis heureuse de vous présenter donc Tuto Taille, experte en normalisation France et Europe, animatrice du GT7 de l'AFNOR. GT7, c'est un groupe de travail qui est dédié à l'information voyageur et à l'exploitation des services de mobilité. Et puis ensuite, je vous présenterai un peu plus à Bertrand Gervais et Sylvaine Lenoxaïc lorsque leur tour de parole arrivera. N'hésitez pas à utiliser les questions, le chat. Je continuerai à être en back-office pour commencer à répondre à vos premières questions. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci Muriel pour la présentation. Je ne vais pas vous bassiner trop avec des schémas de normalisation et de l'UML dans tous les sens, puisqu'il est bien trop tôt en ce mardi matin pour le faire. Par contre, j'avais quelques messages clés sur la normalisation et le boulot formidable que l'on a pu faire à la fois en France et à l'échelle européenne autour des données d'accessibilité. Donc, il faut savoir pour ceux qui ne m'auraient pas déjà entendu que NETEX est donc la norme européenne définie au sein du Comité européen de normalisation, donc le CEN, qui permet de décrire l'ensemble de l'information théorique liée à une offre de transport et à ses environs, dont une partie de cheminement et de voirie. Donc, quand on parle de données théoriques sur une offre de transport, cela va de la description topologique, donc comment sont les réseaux, les gares, les points d'arrêt, à toute une partie de calendrier, donc l'heure à laquelle votre bus, votre train, votre RER peut passer à côté de chez vous, mais il y a aussi toute la partie description fine des équipements qu'il peut y avoir dans les véhicules, dans les trains, dans les stations.
Et également, ensuite, toute la partie, on va dire, plutôt organisationnelle de gestion de l'offre, donc produits tarifaires, gestion de rotation, des, conducteurs, conductrices, des véhicules et cetera. Netex permettait déjà en partie, il y a, 6 ans de cela, de faire une première description relativement poussée, de l'accessibilité, bien plus que d'autres, standards industriels ou de facto nés de l'autre côté de l'Atlantique. En revanche, il y avait un fort besoin d'aller beaucoup plus loin dans une information fine, pour l'usager et notamment l'usager en personne en situation de handicap ou les personnes qui l'accompagnent, comme l'a dit Muriel, pour que chacun puisse se projeter de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de déplacement. Donc, c'est le travail qu'a porté l'ensemble du groupe de normalisation France, que j'ai la chance d'animer depuis 2 ans, au sein de l'AFNOR, où nous avons vraiment réfléchi de concert avec le CEREMA, donc représenté par Arnaud Gallet et le groupe dédié au KNIJ Accessibilité, sur tout ce qu'il manquait. Donc, par exemple, les descriptions très fines des escaliers, des rampes d'accès, etc. Ce qui nous a permis de vraiment aller porter toutes ces demandes au sein du Comité européen de normalisation, du CEN, et nous avons eu la chance que pour la plupart, cela reflétait exactement un besoin qui a été, de l'ensemble des États membres au niveau de l'Union européenne, mais aussi que ça répondait, à, un plus grand renfort de l'accessibilité au niveau des échanges d'informations voyageurs tels que demandés par le règlement délégué européen MMTIS. Donc on est arrivé, sur un moment où toutes les planètes se sont alignées et toutes les propositions portées par la France sont aujourd'hui partie intégrale, de la norme européenne. Donc ça, c'est vraiment, sur cette beauté, d'avoir un écosystème qui s'est mis ensemble pour vraiment aller pousser beaucoup plus loin, les possibilités de ce qu'il y a dans la norme et des échanges d'informations. Mais tout ça n'est que visible que si on a des outils. Donc ça me permet de passer la parole à Bertrand. J'ai le plaisir d'introduire donc Bertrand Gervais, président de Somewhere, outil numérique spécialiste en diagnostic et calcul d'itinéraires piétons PMR. Avec ses partenaires Jungle Bus et Atipi, Somewhere a développé donc pour l'État une suite logicielle en 3 volets pour collecter les données d'accessibilité en voirie et dans les transports. Donc l'outil est vraiment un outil en open source, disponible pour tout à chacun et déjà utilisé par un certain nombre de collectivités. Bertrand, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc nous, comme Muriel l'a dit, on est en charge du groupement qui a conçu l'outil Accelim Mobilité. Je vais vous présenter un peu notre activité et l'outil. Alors, notre activité, on est une société complètement indépendante. On est indépendant des acteurs, notamment du domaine des SIG, autour de la production des données cartographiques. On a 6 ans, on est 6 à temps plein. On est spécialisé en data science, donc en traitement de données, en géomatique, en informatique. Et puis, on a développé toute une gamme de compétences autour de la mobilité, de l'urbanisme et de la communication pour réaliser notamment des enquêtes auprès des habitants. Notre mission, c'est d'apporter des outils qui n'existent pas aujourd'hui ou peu pour mieux connaître les enjeux piétons, alors des enjeux d'accessibilité dont on va parler tout de suite, mais des enjeux aussi de marchabilité du territoire, et puis des outils pour mieux informer les usagers. Donc on est les seuls aujourd'hui à s'intéresser aux piétons au sens très large, sous toutes ses formes, donc les personnes en situation de handicap, les seniors, mais aussi les enfants, les enjeux de mobilité liés au genre, les enjeux d'aménagement du territoire. Alors, bon, pour nous, je vais vous donner un peu en résumé un peu comment nous on voit les choses autour de ces diagnostics, de l'accessibilité de la voirie et des transports. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ces diagnostics? Alors, la réponse qu'on me donne parfois, bon, parce que c'est la loi, je dois le faire. Bon, en vérité, on crée depuis 30 ans, 40 ans des référentiels de données routières. Ça vient essentiellement du monde des GPS au départ, ou d'organismes comme l'IGN. Donc la route, on ne maîtrise pas trop mal. OpenStreetMap maîtrise bien la route aussi. On commence à maîtriser plutôt bien la connaissance de la circulation en vélo, avec des référentiels de données cyclables. En revanche, les référentiels de données piétonnes, il n'y en a pas ou peu.
ils sont très, très incomplets. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune collectivité qui a un référentiel de tous ces trottoirs et de toutes ces traversées complètement à jour avec des informations autres que voilà, là, il y a un trottoir, des informations telles que la largeur, le revêtement, par exemple, du trottoir. Donc, c'est un référentiel qu'il faut constituer pour penser la mobilité piétonne. Donc, c'est indispensable pour mieux informer. Les calculateurs d'itinéraires piétons ont besoin de ça pour faire mieux que ce qui existe aujourd'hui. Quand vous utilisez un calculateur aujourd'hui, le calculateur vous fait circuler au centre de la rue. Il n'a pas connaissance d'éventuels trottoirs. C'est indispensable pour penser ces aménagements. Je vous montrerai ce qu'on peut faire autour de ça. Pour penser son réseau de transport public, ça a notamment été montré que dans les villes très marchables, les gens sont prêts à marcher plus pour rejoindre le réseau de transport public, ce qui permet de réduire les coûts et la densité de l'offre de transport. Ça permet de penser aussi son offre de parking et puis la complémentarité avec le vélo. Alors, j'ai mis 3 petits points parce qu'en vérité, ça permet de faire aussi pas mal d'autres choses. Mais voilà, ça, c'est des choses assez tangibles et aujourd'hui. Et pour les collectivités, c'est un outil de diagnostic pour agir ensuite sur cet environnement. Absolument. Ouais. Donc ça, je vais le montrer aussi. Donc, diagnostiquer l'accessibilité, il y a un outil qui permet de le faire, Axelim Mobilité, donc qui permet de cartographier l'accessibilité de la voirie, donc les trottoirs, les traversées piétonnes, les chemins, les transports, donc le quai du bus, y compris le cheminement indoor dans une gare, et donc l'accessibilité des ERP, établissements recevant du public. C'est un outil qui est à la fois web et mobile. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire au bureau et d'autres qui nécessitent d'aller sur le terrain. On travaille avec des formats ouverts, donc CNIJ et Netex Accessibilité. C'est le seul outil aujourd'hui qui est capable de produire du Netex Accessibilité. C'est une solution qui est open source. C'est hyper important pour nous de miser sur ces formats parce que c'est un langage commun, à la fois un langage pour les humains. Quand on parle d'un terme, voilà, on s'appuie sur la même définition. C'est aussi un langage commun pour les outils informatiques, ce qui fait qu'un calculateur qui s'appuie sur Netex Accessibilité, il va vraiment avoir la bonne définition de telle ou telle notion. Et sur toute la chaîne, on ne va pas changer plusieurs fois de définition. Axelim Mobilité, c'est un outil qui permet, dans un premier temps, de définir les périmètres de collecte. Dans la loi LOM, ce qui est demandé aux collectivités, c'est de diagnostiquer l'accessibilité à 200 mètres des arrêts de transport prioritaires du territoire. Donc, il y a une notion de périmètre de collecte qui correspond à ces zones autour de chaque arrêt. Évidemment, chaque collectivité peut aller plus loin, peut un peu remodeler ses périmètres pour avoir notamment une continuité de cheminement. Ça permet d'importer ou d'utiliser des données existantes en local. Ça peut être des données qui existent au sein de la collectivité. Ça peut être des données OpenStreetMap. J'ai bien mis les petits logos en dessous parce que c'est important. Une collectivité qui aura misé sur sa communauté ou qui aura investi pour avoir des cheminements piétons dans OpenStreetMap, elle pourra les utiliser dans Axelim Mobilité. Ça permet d'utiliser aussi des images Panoramax, ces images 360 là, qui se développent de plus en plus. Ça aide aussi le travail au bureau. Il faut savoir que faire ces diagnostics, c'est du bureau et du terrain. Si on peut faire des choses au bureau, notamment l'hiver, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est aussi ça l'intérêt. Les collectivités investissent depuis quelques années aussi dans ce qu'on appelle le PCRS, des données topographiques. Ce sont des données aussi qui peuvent alimenter Axelim Mobilité. Alors, je vous disais 3 interfaces. Il y a du web et du mobile. En vérité, il y a 3 interfaces. Donc, un éditeur web bureau, ça permet de dessiner ses cheminements piétons, d'importer des données, saisir un certain nombre de choses dès le bureau. Pour le terrain, il y a 2 outils. Un éditeur web terrain qui a été pensé pour faire de la collecte rapide, donc plutôt par des gens qui connaissent très bien le sujet et donc ont été formés et qui vont vite sur le terrain. Aujourd'hui, ça permet jusqu'à 6 ou 7 km de diagnostic par jour pour une personne. Donc, c'est vraiment pas mal. L'application mobile, elle, se destine plutôt à un public moins aguerri qui va pouvoir faire de la collecte ponctuelle. Donc, ça peut notamment être des agents qui vont tenir à jour certaines infos de temps en temps.
ça peut aussi être éventuellement proposé à des associations. Donc depuis un an véritablement, hein, depuis juin 2024, que l'outil est utilisé, hein, et Sylvaine en parlera tout à l'heure, il y a 3 territoires qui ont fait cette collecte, hein, depuis juin 2024. Donc c'est Caen-la-Mer, Le Mans Métropole et Lorient Agglo. C'est environ 3000 km de voiries qui ont été diagnostiquées, hein, donc potentiellement le double en trottoir, 6000 km. Nantes Métropole vient de faire l'acquisition de l'outil aussi et fera le diagnostic avec pour les 4 prochaines années. Donc là, vous voyez des données qui ont été collectées à Lorient, agglomération, je crois. Donc on voit bien ce référentiel de données piétonnes, hein, les gens y cheminent sur des trottoirs, sur des traversées, ainsi que toutes les informations sur l'accessibilité, hein, qui sont rattachées. Alors, les usages de ces données, j'ai voulu vous montrer quand même quelque chose. Quand la mer, ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas seulement collecter des données, c'est faire ce qu'on appelle un PAV, donc disposer d'une analyse de l'accessibilité du territoire avec des préconisations pour réaménager le territoire. Alors, préconisations chiffrées. Oui, vas-y Muriel. Juste pour les collectivités qui sont présentes aujourd'hui, le dispositif légal et réglementaire a été pensé pour que l'obligation de réaliser et d'établir une programmation d'aménagement de la voirie et des espaces publics, donc le fameux PAV, soit complémentaire à la partie information voyageurs et vice-versa. C'est-à-dire que les collectivités ont une double obligation, une qui date de 2007, l'autre qui date de 2019, et ces 2 obligations peuvent être mutualisées. C'est ça. Donc aujourd'hui, hein, les CCTP, hein, de collectivités, hein, autour de ce sujet, hein, c'est quasi systématiquement un diagnostic fait selon la norme CNIJ accessibilité, puis la production d'un PAV. Donc là, je vous montre un travail qu'on est en train de terminer, hein, de réalisation du PAV de Caen-la-Mer. Donc là, on a créé des outils qui permettent d'utiliser les données CNIJ accessibilité pour générer des préconisations avec des priorités, avec une estimation de coût de travaux pour permettre à la collectivité de s'y retrouver, hein, rue par rue ou secteur par secteur. Donc ça, c'est un des premiers usages. Le deuxième, proposer un calculateur d'itinéraire accessible. Donc là, on est à Rennes Métropole. Rennes Métropole, c'est un calculateur piéton qui propose aujourd'hui des itinéraires pour tous les piétons ainsi que pour les personnes en fauteuil roulant. On n'est pas allé plus loin aujourd'hui, enfin Keolis, qui est l'opérateur, n'est pas allé plus loin aujourd'hui, mais le fera, hein, c'était un premier test. Donc ce calculateur, il s'appuie sur les données CNIJ accessibilité, donc il permet déjà de proposer des itinéraires de meilleure qualité à tous les piétons, hein, donc des itinéraires sur les trottoirs quand il y en a, des itinéraires qui tiennent compte des largeurs de trottoirs, des pentes, des ABC de trottoirs pour les personnes en fauteuil, hein, par exemple. C'est un calculateur qui est intégré dans l'application et le site web du réseau STAR, hein, donc sur les 43 villes de Rennes Métropole. Et c'est, à notre grande surprise, hein, jusqu'à 110 000 itinéraires calculés chaque jour. On me demande toujours, mais c'est possible ça, il y a 450 000 habitants à Rennes Métropole, comment ça se fait? Eh bien oui, c'est bien le cas. Alors un jour de semaine, hein, en vacances ou le week-end, c'est un petit peu inférieur, mais c'est bien le cas. Et ça tourne depuis juillet 2023. Usage numéro 3 qui est encore au-dessus, hein, et ça c'est ce que fait Lorient et dont Sylvaine parlera, c'est pas seulement proposer un calculateur d'itinéraire, hein. Alors celui-ci, il est multimodal sur l'ensemble de l'agglomération de Lorient, c'est à la fois un site web pour permettre aux personnes en situation de handicap de planifier leur itinéraire, c'est une application mobile pour être guidé. Ça montre aussi, hein, alors ça va plus loin que ce qui a été fait à Rennes Métropole, hein, ça permet à la personne de voir quelle est la note d'accessibilité des itinéraires qui lui sont proposés, donc de réaliser un choix, hein, en fonction de ça. Ça montre aussi l'accessibilité des ERP, du réseau de transport, de la voirie, hein, donc ça permet vraiment de préparer son itinéraire, hein, ce qui est un usage quand même très répandu chez les personnes en situation de handicap. Et ça permet aussi, depuis quelques mois, de voir et de signaler des obstacles en tant que piéton pour que les autres usagers, hein, puissent voilà, être au courant qu'il y a des obstacles potentiels sur leur cheminement
et pour que le calculateur propose des contournements. Donc ça, je pense que Sylvain en parlera plus que moi. Voilà, je vous remercie. Je suppose que vous aurez des questions et donc on les balayera tout à l'heure. Merci à vous. Et c'est donc à Sylvaine. Donc, je passe la parole à Sylvaine Lenoxaïc. Elle est responsable de la mission SIG pour Lorient Agglomération. C'est une petite fourmi qui, depuis plus de 10 ans, est sur ce sujet de l'information sur l'accessibilité de la voirie. Au début, c'était vraiment l'accès voirie à l'échelle de Lorient. Et petit à petit, son travail s'est élargi à l'agglomération, en intégrant aussi l'accessibilité des transports, et elle nous a particulièrement aidés dans la co-construction du modèle de données, du travail de collecte, de l'outil de collecte, et maintenant pour la réutilisation de la donnée. Lorient Agglomération, c'est un territoire HIT, c'est un territoire labellisé par un PIA, un programme d'investissement d'avenir, et nous espérons bien pouvoir réutiliser un certain nombre d'axes de travail et d'avancées du territoire. Merci Muriel, merci Bertrand. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc Sylvaine Lenoxaïc. Moi, je vais vous parler en fait de la valorisation des données d'accessibilité au travers d'itinéraires, comme l'a dit Muriel. Ça, c'est, on va dire, financé pour partie, parce que je vais faire un petit historique, et c'est important de faire cet historique parce que ça montrera aux collectivités ou seuls ceux qui veulent partir dans l'accessibilité et la collecte des données qu'il n'y a pas besoin d'avoir un projet HIT, il y a besoin de suivre tout le travail qu'on a pu réaliser à l'échelle de la France, des groupes de travail CNIG, du travail qu'on pouvait faire sur la recherche et les apports qu'on apporte avec Bertrand en matière de recommandations pour construire des calculateurs d'itinéraire, et puis toute cette norme NETEX. Je veux insister sur le fait que c'est accessible, c'est documenté, il y a des outils, on en a parlé avant, et ben nous, en fait, on a commencé en 2013, et c'est vrai que Bertrand disait, on connaît bien les axes routiers, la route, on la connaît. Ben nous, on a voulu s'intéresser tout de suite au cheminement piéton. Pourquoi ? Parce qu'on est un territoire qui a un centre de rééducation fonctionnelle. Je pense que c'est dans l'ADN du territoire d'avoir ces questions d'accessibilité. Et très tôt, on a fait un PAV, d'où l'importance de construire les PAV. Et plutôt que de jeter de la donnée, on s'est dit, ça, il faut la structurer. Donc, je l'ai structurée dans une base de données où il n'y avait pas de standard national à l'époque. Et donc, ça, c'est pour faire la transition avec le projet HIT et tout le travail de standardisation qui a eu lieu. On avait déjà construit un calculateur, mais si on voulait aller plus loin, c'est-à-dire pas rester que sur le territoire de Lorient Agglomération, c'était vraiment pas notre but. Notre but, c'était de pouvoir aller partout en France. On n'imaginait pas à l'époque encore aller en Europe, mais maintenant, je pense que ça sera plus que possible. Et c'est un vœu et c'est un souhait. Donc voilà un petit peu comment s'est construit le projet sur 16 années en fait, de recherche sur la donnée et surtout de recherche et de mettre au cœur l'usager au sein de notre projet. Parce que c'est l'usager aussi avec qui on a fait les choses, qu'on a construit les choses. C'est une manière d'avoir une sensibilité et porter une meilleure information parce que chaque personne en situation de handicap a des problématiques différentes. Donc, itinéraire, comme l'a dit Bertrand, c'est un projet Handicap Innovation Territoire qui repose sur des briques open source. Pas l'algorithme qui est dedans, hein, c'est toute la recherche et développement qu'on a pu mettre dedans et que Bertrand peut mettre dedans. Mais les briques sont réutilisables parce que déjà, sur d'autres sites web, on a pu incorporer un calculateur, le calculateur d'itinéraire. C'est pour montrer que c'est modulable et adaptable et du coup reproductible à l'échelle d'autres territoires. La donnée qu'on va trouver dedans, il y a une méthodologie particulière. On retrouve tout le standard national, cette multimodarité avec les transports, cette compatibilité avec NETEX. On a même été dernièrement encore plus loin, c'est que la loi, c'est quand même les arrêts prioritaires. Nous, on est dans une logique d'aménagement du territoire.
de présenter ces choses-là aux communes de façon à ce que la voirie, c'est comme tout, ça vieillit, ça s'abîme, et de mettre des actions en fait prioritaires de façon à améliorer l'accessibilité. Pour ça, il fallait un standard et collecter la donnée. Au jour d'aujourd'hui, c'est chose faite. Elle est en open data. On a reversé en fait tout le standard national qui a été collecté toute cette année dernière, de façon à ce que demain, si quelqu'un veut s'en saisir, si quelqu'un veut faire des tests, il pourra faire des tests avec toute cette donnée qui a été collectée dans le standard et dans la normalisation européenne NetExt. Donc, concrètement, qu'est-ce qui fait itinéraire? Itinéraire, une fois qu'on a cette donnée qui est standardisée, on avait réfléchi déjà il y a une quinzaine d'années sur construire finalement une note méthodologique en se disant guider les personnes, et on veut guider tout le monde, et on guide les seniors, on guide un piéton lambda, on va guider quelqu'un qui est malmarchant, on va guider quelqu'un qui est malvoyant, total ou partiel, en fauteuil manuel ou électrique, c'est important. On a en fait différents profils de handicap dans l'application, et on l'a construite avec les usagers en se disant voilà, c'est 15 années de travail dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui est le plus beau pour vous? Donc, on a partagé ces éléments dans les groupes de travail aussi. Ça permet aussi d'affiner, de faire des requêtes sur la donnée du standard en se disant si j'ai une pente, si j'ai un déverge, si j'ai une traversée qui est longue, finalement, ça va pénaliser qui? Potentiellement quelqu'un qui a des problèmes de neurodéveloppement, quelqu'un qui est en fauteuil manuel parce qu'il n'a pas la force, mais quelqu'un aussi qui est en fauteuil électrique, peut-être dans une moindre mesure. Donc, en fait, itinéraire, il sait faire ça. Il sait adapter à chacun des profils le meilleur itinéraire. Il va en proposer 3. Il va proposer une note d'accessibilité sur le parcours qui permettra finalement à tout à chacun de préparer son itinéraire. Ça, c'est important. Ça sert aussi d'outil de rééducation. On a un centre de rééducation fonctionnelle à Carpap. Il faut savoir qu'une personne en situation de handicap prépare son trajet. Elle ne va pas comme ça à l'aveuglette. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des impondérables. Bertrand disait qu'on a rajouté, et c'était quelque chose qui était très important, ça fait 15 ans qu'il m'en parle, où il me disait, mais faire un parcours, c'est super, mais si je n'ai pas les obstacles, à quoi ça va servir? Parce qu'ils ont besoin, en fait, de cette qualité, cette mise à jour, et en fait, l'imprévu, il est tout le temps sur la voirie, il est tout le temps sur les trottoirs. Donc, c'est une information, en fait, qui est essentielle sur leur parcours. Et du coup, l'itinéraire va varier. S'il y a trop d'obstacles, il ne va pas forcément proposer ces éléments-là sur le parcours. Il va vraiment optimiser finalement l'itinéraire. Et vous n'allez pas forcément avoir un itinéraire court, plus rapide, super. En fait, il va adapter l'algorithme au handicap et le profil qui est mentionné plus haut sur la barre de tâches. Et vous allez avoir une note d'accessibilité. Une fois que vous avez ça, vous avez le parcours où finalement, vous allez véritablement sur le trottoir et il va vous indiquer finalement derrière si la section en fait, du trottoir est confortable, si elle va être pénalisante. Potentiellement, on peut savoir ce qu'il y a derrière, parce que c'est tout le standard CNICH qu'il y a derrière. On n'a volontairement pas affiché et donné ces informations-là pour le moment. Il faut qu'on réfléchisse comment on pourrait valoriser ces informations-là sans que le contenu soit trop confus. Et il faut que ça soit véritablement accessible. À côté de ça, vous avez les équipements publics. Et donc, on fait le lien avec Accès Libre. Et Itinéraire fonctionne avec le projet de la start-up d'État où toute l'accessibilité du bâtiment est renseignée. Donc ça, c'est très important aussi parce que dans notre projet et la plateforme sur laquelle est Itinéraire, nous collectons des activités, des événements, du sport adapté, du tourisme, des loisirs, on va dire des événements X ou Y culturels. Et notre objectif, en fait, c'était de pouvoir mettre à l'affiche et collecter des situations et des événements qui sont pour les personnes en situation de handicap et pas que, parce que c'est très mal connu.
et de pouvoir surtout les guider sur les lieux. Donc, pour les guider sur les lieux, il faut le standard national, ça c'est hyper important, j'insiste. Il faut aussi renseigner les informations dans Accès Libre Mobilité et il faut pouvoir faire communiquer ces informations-là, les rendre interopérables avec les transports parce que on veut laisser le choix de prendre une ligne de bus. Là, on voit qu'il y a une ligne de bus qui a été choisie, mais on peut ou pas prendre l'option transport et on peut finalement, on va dire, avoir ce regard sur la cité où on va avoir toute cette marchabilité, cette possibilité. Donc voilà un petit peu l'innovation et surtout la valorisation qu'il y a au travers des données. Là, on a voulu, en fait, au fil du temps, on travaille avec les services de l'État aussi, parce qu'on avait un petit peu d'avance, mais tout le monde peut commencer dès aujourd'hui, parce que c'est soit en interne, soit sous forme de marché, peu importe. Mais pour dire que voilà, tout ce qui a été construit, tout ce qui est recommandé, tout ce qui est illustré, quelque part, vous permettre d'arriver à ça et vous permettra d'arriver à ça parce que ça a été pensé pour. Maintenant, valoriser et dire pour le quotidien, qu'est-ce que ça change pour les personnes en situation de handicap. Je pourrais vous faire énormément de témoignages parce que les associations, en fait, l'utilisent. On va dire le centre de rééducation, il y a de plus en plus de téléchargements. J'aurais pu mettre les statistiques du site internet sur lequel se trouve itinéraire en lien avec les activités, on va dire accessibles et les bâtiments. En fait, de mois en mois, on a des pics de connexion et on voit bien que le calculateur d'itinéraire, en fait, il a un usage, il a un vrai usage. Et souvent, quand je discute avec eux, parce que j'ai un groupe d'usagers qui me permet de perfectionner finalement l'outil, on l'améliore, ils ont des requêtes, des choses qui correspondent pas forcément ou qu'on veut affiner, tout simplement. J'ai une dizaine de personnes en fait qui travaillent au quotidien avec nous sur ce projet-là où on fait des cartoparties, où on va avec eux en leur demandant si l'ergonomie convient, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et derrière, en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est que tu nous as rendu de l'autonomie. Ça a changé notre quotidien. Et ça, c'est la plus belle des choses qu'on peut entendre dans la bouche de personnes qui ont des difficultés, c'est de se dire voilà, on est un outil facilitateur et tout ce qui s'est construit au niveau national quelque part, ça a du sens et ça sera utilisé et c'est vraiment un plus. Voilà, au-delà de répondre à la loi, ce qui est important. Voilà, ça participe à l'aménagement du territoire. Ça donne vraiment une visibilité sur les territoires et pour les élus de pouvoir mieux caler leurs aménagements. Et quand on y met l'usager au cœur, quelque part, on a moins de problématiques comme on peut rencontrer sur certains aménagements, de se dire je vais penser mon aménagement tout seul. Là, on le pense avec du factuel, avec des données, avec des pentes, des dévers, des trottoirs, des entrées, des largeurs utiles qui vont permettre finalement de mieux poser les choses. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, juste avant de passer à la phase de questions, juste un petit élément, c'est que pendant très longtemps, l'accessibilité, c'était des aménagements. Il fallait faire des aménagements, il fallait rendre la ville accessible, que ce soit côté transport, côté cadre bâti, côté voirie. Depuis les années 2020, on est passé sur une nouvelle phase et la loi d'orientation des mobilités a accompagné cette phase qui est la phase de l'usage. C'est bien d'avoir des aménagements, mais si on ne sait pas où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ont rendu accessible, on ne peut pas les utiliser. Et donc, on est vraiment maintenant tourné également sur la phase usage de l'accessibilité et la politique des données d'accessibilité et l'archétype de cette politique tournée autour de l'usage. Usage des transports, usage de la voirie. Là aujourd'hui, le webinaire a beaucoup été centré sur l'accessibilité de la voirie, l'information sur la voirie, la complémentarité avec le transport. Accès Libre Mobilité peut être aussi utilisé dans les secteurs des transports pour décrire les arrêts de bus, puisqu'on est vraiment sur une politique qui marche sur deux jambes, le secteur des transports, le secteur de la voirie. Et le cadre législatif est vraiment tourné sur Code des transports, Code de la voirie.
Nous avons plusieurs questions, certaines qui sont directement pour Bertrand Gervais. Donc, fin septembre, il y a les rencontres à Rennes sur la marche à pied. Bertrand, y serez-vous? Je connais la réponse. Je dois cliquer, non, pour répondre? Je ne sais plus ce que je dois faire. Bah, tu peux répondre à l'oral. Hein. Oui, bien sûr, j'y serai. Et j'interviens sur l'accessibilité le 26 matin. Et l'État y sera aussi. Ouais. Et je suis habitant de la ville d'Assigné, qui a été élue il y a 2 ans, ville la plus marchable de France. Donc, je ferai partie d'une balade aussi pour montrer à quel point cette ville est bien aménagée. Et la délégation ministérielle à l'accessibilité sera également représentée par notre délégué ministériel, Gaël Le Bourgeois, le vendredi après-midi sur l'accessibilité de la marche. Et la marche comme élément de mobilité active également pour les personnes handicapées. On a des questions ensuite sur les ressources photos, sur l'IA, Panoramax, IA. La question est encore pour Bertrand, même si Sylvaine serait également en mesure d'y répondre. Alors, j'en ai discuté, il se trouve que j'en ai discuté la semaine dernière avec Christian Quest, qui porte le projet Panoramax. Aujourd'hui, il y a plein de travaux autour de Panoramax pour faire de la détection de panneaux, de mobilier urbain avec de l'IA. Aujourd'hui, le problème, c'est que comme les images sont prises, je vais essayer de ne pas être trop technique, comme les images sont prises par un peu tout le monde, avec un calage en termes de position qui n'est pas toujours parfait, et ce n'est pas l'objectif de Panoramax que d'être absolument parfait. Aujourd'hui, détecter un panneau dans une image, ça se fait. Être capable de dire précisément où il se trouve sur le terrain, c'est plus difficile. Donc aujourd'hui, voilà, il faut encore réfléchir sur l'usage de l'IA avec Panoramax. En revanche, nous, on s'en est servi à Caen. Donc, dans le cadre de la collecte à Caen, on a proposé à Caen de faire d'abord une collecte Panoramax, donc, qui permet d'avoir des images qui pourront servir pour d'autres sujets que l'accessibilité. Et puis ensuite, ces images, elles ont aidé au bureau à voir précisément les cheminements piétons. Donc, c'est une collecte qui a été faite à vélo et puis à pied avec un sac à dos. Ça permet de voir précisément les cheminements piétons ainsi qu'un certain nombre de choses, comme les revêtements. Et donc, ça permet de faire plus de choses au bureau. Pour l'avoir testé à Évreux, Évreux a fait un test Accédile Mobilité avec ses équipes. Rouen était également présent à Évreux pour tester Accédile Mobilité. Et c'est vrai que Évreux avait énormément d'images Panoramax. Et donc, tout le travail que l'on a fait en bureau pour commencer à renseigner le secteur qu'on nous avait attribué a permis de gagner un temps fou. Et c'est vrai que, heureusement, parce que ce jour-là, pour aller sur le terrain, il pleuvait, on n'a pas eu besoin de passer énormément de temps pour compléter les ressources qu'on avait pu, les informations qu'on avait pu retirer de Panoramax. Alors, la question suivante était je peux peut-être juste compléter sur un truc. Bon, Panoramax, en effet, ça peut être très utile. Mais aussi, dans ce qu'on étudie, c'est aussi l'usage de données LIDAR. Les collectivités utilisent de la vue 360 comme Panoramax et du LIDAR pour tout un tas de sujets. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur ces données-là aussi pour l'accessibilité. Donc, ça fait partie de travaux qu'on va lancer. Ce qu'on fait déjà et qui marche bien, c'est l'utilisation de modèles numériques de terrain haute définition pour calculer les pentes. Ce qui permet c'est pas toujours le truc le plus simple à mesurer sur le terrain, et ça, on arrive à le mesurer très très bien grâce à des modèles numériques de terrain. Donc, c'est tout ce qu'on pourra automatiser permettra de réduire le temps passé sur le terrain et donc le coût d'entretien, de production et d'entretien de ces données. Bon, merci Bertrand. On a des questions autour des applications. Quelle est la démarche pour faire venir Itinéraire sur son territoire et la multiplication des applications par territoire? Alors, avant de donner la parole à Sylvaine, je vais rappeler quand même, le Code des transports impose que chaque région mette à disposition un calculateur d'itinéraire à l'échelle de sa région pour l'intégralité des modes de déplacement présents sur son territoire, même lorsque ce n'est pas géré par la région. Donc, le Code des transports est très clair. Les leaders et ceux qui ont l'obligation de proposer un calculateur d'itinéraire, ce sont les régions. Régions qui vont utiliser les données remontées par les AOM de second rang, les AOM locales comme Nantes Métropole, Lorient Agglomération ou des plus petites communautés de communes,
Et ces informations doivent intégrer le calculateur d'itinéraire régional. Cela n'interdit pas à chaque entité, autorité organisatrice de mobilité, de proposer un calculateur d'itinéraire sur son propre territoire. En revanche, voilà, il y a l'obligation pour les régions et pas d'interdiction pour les AOM. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage d'avoir 13 applications qui ont toutes leurs petits noms, c'est bien parce que ça fait que 13 noms à retenir pour les voyageurs. L'intérêt d'avoir une application vraiment dédiée localement a aussi son avantage pour les habitués en local. Alors, Sylvaine va vous parler du fait qu'Itinéraire a un code source ouvert. Sylvaine. Oui, tout à fait. En fait, il y a un des fondements du projet HIT, et c'est là-dessus aussi sur lequel on est évalué, c'était de construire des briques qui soient reproductibles et, on va dire, interopérables d'une manière générale. Et même Bertrand va pouvoir répondre à cette question-là parce qu'il est partie prenante du projet. Il y a eu des appels d'offres et Itinéraire repose sur des briques d'Handimap. Voilà, tu pourras ajouter les choses, oui, Bertrand, hein, par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui sont réutilisables, c'est le vœu. Ça a été payé dans le cadre du projet par la Banque des Territoires et donc, quelque part, ça peut être, on va dire, réencapsulé avec la charte de n'importe quel territoire, n'importe quelle région, si elle le souhaitait. Et après, l'important, c'est d'avoir les Tony pour le faire fonctionner. Et ensuite, je laisse la parole à Bertrand. Oui, bah, c'est ça. Oui, vas-y, Muriel. Bertrand, Jérôme Zucchi, vous avez pu régler votre problème de... Vous ne vous entendez pas. Jérôme, c'est bon? Parce que nous, on entend bien Bertrand. Bertrand, vas-y, je te laisse continuer. Oui, la question, c'est quelle est la démarche pour faire venir Itinéraire? Alors, d'abord, faire un diagnostic, hein, donc disposer de données. Ensuite, bah, la mise en place d'Itinéraire, hein, elle en découle assez simplement. Hein. Itinéraire, c'est déjà utilisé sous un autre nom. Hein. Les briques sont utilisées sous un autre nom qui est Hérault Mobility à l'échelle du département de l'Hérault pour mettre en valeur l'offre touristique accessible du département. Donc, aujourd'hui, nous, quand une ville nous contacte, hein, et il y en a plusieurs là, qui nous ont contactés depuis quelques mois pour avoir le même dispositif, voilà, c'est ce qu'on leur dit. D'abord, faites un diagnostic et ensuite, nous, on vous met en place l'outil. Hein, on vous fera payer uniquement ce qui n'existe pas dans l'outil, hein, donc les nouveautés que vous voulez apporter. Par exemple, pour le département de l'Hérault, il y a une valorisation de données touristiques hein, qui n'est pas faite de la même manière à Lorient. Donc, on se branche notamment sur les données Tourinsoft hein, de tout le département. Pour permettre aux gens de consulter l'offre d'hébergement accessible, l'offre de restaurants accessibles. Donc, il y a tout un travail du département autour du diagnostic de ces ERP. On se branche aussi sur Accès Libre, hein, le portail de l'État hein, qui permet de référencer les ERP. Et donc, voilà, l'outil, nous, on le met à disposition de tout le monde, moyennant des adaptations propres à chaque territoire. Alors, la question sur est-ce qu'une appli pour Lorient, une pour Rennes, moi, je n'ai pas de réponse à ça. J'adorerais travailler avec Google Maps et leur fournir, mais Google n'est pas très branché collaboration, pas plus que Citymapper. Donc, moi, j'aimerais bien hein, pouvoir faire ce genre de choses. On a ça dans les tuyaux depuis très longtemps, d'avoir une appli nationale sur la thématique. La difficulté qu'on a eue jusqu'à présent, c'était qu'il y avait trop peu de données. Donc, si proposer une appli nationale, c'est pour avoir 2 villes, ce n'est pas très intéressant. Je pense que les choses vont évoluer. Nous-mêmes, hein, on développe des techniques qui nous permettent de produire des données à des coûts moins élevés et donc d'imaginer demain qu'il y ait beaucoup plus de villes. Donc, voilà, c'est peut-être quelque chose qui arrivera demain, une appli, la seule, l'unique pour l'accessibilité en France. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le succès de ces applis, c'est beaucoup de communication. Le succès de l'application Star à Rennes Métropole, c'est d'abord la communication de longue date auprès des habitants pour qu'ils aient cette application. Donc, il ne suffit pas de sortir une appli pour qu'elle rencontre du succès. La communication, c'est des coûts très, très importants pour le fonctionnement d'un outil.
Je complète aussi, Bertrand, nous, notre idée, hein, c'est itinéraire, que ça n'existe plus. Hein, demain, on a convenu, d'ailleurs, il y a un travail qui est en cours. Hein, ça sera, et ils se sont engagés, on travaille sur une feuille de route commune pour la semaine de la mobilité 2026, que tout soit intégré, en fait, avec notre opérateur de transport RATP Dev. Donc, voilà, en 2026, l'accessibilité, et c'est ça, la porte d'entrée, et que les choses puissent se retrouver auprès de l'information, donner ces informations aux voyageurs sur des lieux où ils ont cette interactivité habituelle. Yvonne, je te laisse la parole pour pouvoir répondre à Marie-Yvonne, la Marianne Delors, sur la partie qui est-ce qui fournit les données à Lorient? Est-ce que ce sont que des bénévoles, que des agents? Est-ce que ce sont les agents ou voilà, quelles sont les proportions? Alors ça, c'est une bonne question. Déjà, il y a... nous, on est parti de diagnostic de PAV. Donc, en fait, on est passé au départ par des bureaux d'études. Et après, c'est une donnée que j'ai structurée et qui a été entretenue avec des agents. Je ne l'ai pas précisé. Chez nous, on est 10 personnes, mais il y a une personne qui travaille sur l'accessibilité, moi qui va être le chef d'orchestre, un administrateur de données. Et on s'appuie aussi depuis des années sur un réseau de référents. On travaille avec nos communes. Donc, il y a les agents communaux. Il y a un référent par commune, finalement, où on essaye d'avoir cette interactivité et qui nous disent qu'est-ce qui a évolué sur le territoire. Et par contre, la manière de renseigner l'accessibilité dans le standard, on le fait sur les outils Accès Mobilité parce que c'est installé au niveau de la collectivité où voilà un petit peu le circuit de l'information, le circuit de mise à jour. Et après, les travaux, on le renseigne avec l'outil obstacle qui a été développé. On a notre propre base de données aussi de travaux qu'on souhaite partager en fait en flux de façon à ce que ça soit encore plus, on va dire, qualitatif et à jour pour l'usager. Donc voilà, c'est vraiment une gouvernance qui existe, pas d'aujourd'hui, qui est bien en place et qui nous permet ces remontées d'informations-là. Et on a aussi la possibilité d'avoir des informations usagées également. Pour la question de Fabrice Furiot sur est-ce qu'itinéraire ou d'autres calculateurs d'itinéraire intègrent de la donnée, on va dire, dynamique sur les obstacles de la voirie, fermeture de voirie à cause de travaux, déplacement d'arrêt de bus. Alors, il y a du travail qui a été fait. Il y a du travail, on avait pensé utiliser un outil que l'État a développé, Dialogue. Dialogue, c'est un outil qui permet aux collectivités de faire ces arrêtés de voirie. Et on espérait pouvoir le faire évoluer pour pouvoir intégrer, est-ce que l'arrêté de voirie impacte ou non le trottoir, impacte ou non la traversée de route. Bon, ça n'a pas l'air d'être une piste qu'on arrivera à pousser beaucoup avec les finances actuelles dédiées à la mobilité. Ouais. Mais à l'échelle des collectivités, en revanche, il peut y avoir un système d'alerte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la collectivité fait son arrêté de voirie, elle peut prévoir dans son arrêté une alerte au service qui va bien, au service mobilité. Attention, l'arrêté de voirie que je prends impacte le trottoir, impacte tel carrefour de telle date à telle date, de manière à ce que le calculateur d'itinéraire puisse prendre en compte l'information. Je ne sais pas si Bertrand ou Sylvain souhaitent compléter là-dessus. Oui, disons qu'avec Sylvain... Et après, il y a encore d'autres questions avant la fin du... Oui, et puis je peux répondre à la suivante sur le permettre à un usager de signaler des événements. Donc c'est aujourd'hui, avec Sylvain, ainsi qu'avec d'autres, utiliser ces données de travaux, ça fait longtemps qu'on le souhaite le faire et on va tenir bon. La méthode la plus simple aujourd'hui, c'est de permettre à un usager de le faire, de les signaler. Donc c'est possible depuis quelques mois. Donc le calculateur, il reçoit cette information. L'information s'affiche sur la carte et le calculateur reçoit cette information, ce qui lui permet de proposer pendant un certain temps. Alors on estime en fonction du type d'événement une durée de vie pour l'obstacle. Ça permet donc pendant un certain temps de proposer un contournement en termes d'itinéraire.
Juste, je me permets de prendre la parole parce qu'effectivement, cette donnée, d'une part, elle doit être qualifiée. J'imagine qu'on ne peut pas la laisser comme ça sur l'applicatif sans qu'elle soit qualifiée par l'opérateur ou le gestionnaire effectivement de l'application. Et deuxièmement, j'ai une deuxième casquette forcément en tant que directeur de Mobility by Colas, et donc on appartient au groupe Colas, et forcément les travaux, ça nous connaît un petit peu. Et on a de plus en plus d'exigences qui sont demandées par les collectivités territoriales en matière d'acceptabilité des chantiers et donc d'accessibilité aussi des citoyens, et d'ailleurs pas que les piétons, il y a aussi les vélos, les livreurs, etc. Et donc on nous demande souvent maintenant de s'engager pour animer, pour améliorer cette accessibilité. Et du coup, c'est Colas, en l'occurrence, si je parle pour ma paroisse, qui doit proposer des services associés. Et donc, du coup, je vois effectivement une complémentarité avec ce qui est développé effectivement comme à Lorient et les exigences qu'on nous impose en tant qu'entreprise de travaux de plus en plus sur cette notion de ce service, parce qu'effectivement, le chantier, il avance tous les jours. Et donc, forcément, la voirie, elle évolue tous les jours. Et donc, on doit adapter. Et en tout cas, ça nous est demandé de plus en plus. Et donc, d'où la question sur cette donnée et comment on peut lier travaux et finalement déplacement sur cette phase de chantier. Alors, je vais rebondir sur une remarque de Jérôme Zouki de l'agglomération de Bordeaux Métropole, de la métropole de Bordeaux, sur le fait que les chantiers avec des briques, qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur l'outil proposé Axelib Mobilité, il y a un webinaire qui va être proposé le jeudi 16 octobre à 15h, vraiment dédié à Axelib Mobilité et au retour d'expérience des collectivités qui ont utilisé et testé Axelib Mobilité. Donc, on vient de mettre le lien sur la page Axelib de données d'accessibilité et Axelib Mobilité, le lien pour le webinaire. N'hésitez pas pour ceux qui sont vraiment intéressés sur l'aspect collecte Axelib Mobilité. Et oui, c'est chronophage, mais ça peut être également moins chronophage lorsqu'on utilise des outils avec les photos, Panoramax et compagnie. On a beaucoup parlé voirie, on a beaucoup parlé transport. N'oubliez pas également la partie cadre bâti. Il est important que les calculateurs d'itinéraire puissent aller jusqu'au lieu de destination des voyageurs. Les voyageurs, ils ne prennent pas le bus juste pour regarder par la fenêtre, ils le prennent généralement pour aller dans un point. Et ces points sont des établissements recevant du public. Il y a l'application plateforme nationale qui s'appelle Axelib, gérée en start-up d'État depuis déjà plusieurs années, qui permet de recenser l'ensemble de l'accessibilité des ERP. On arrive quasiment aux millions d'ERP renseignés. Et ensuite, les calculateurs peuvent se connecter dessus. Pour alimenter la base, vous pouvez verser des grandes quantités de données, vous pouvez les rentrer en mode Colibri, et pour réutiliser les données d'accès libre, vous pouvez les utiliser via des API. Donc, je vous mettrai le lien également vers accès libre. Marie-Vonne de Jam avait posé des questions sur la partie déficience visuelle. Est-ce que Marie-Vonne, ancienne du CERTU, spécialisée accessibilité et de l'association sur les villes, est-ce que la réponse est suffisante ou est-ce qu'il y a besoin d'un complément? C'est bon pour Marie-Vonne de Jam. Nous avons ici une experte accessibilité depuis, je n'ose pas dire le nombre de décennies, et qui est basée à Londres. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres remarques? Profitez-en, c'est encore possible. On a encore quelques minutes devant nous, donc c'est pas mal. Donc, je redonne le lien, la date, donc c'est jeudi 16 octobre pour un webinaire dédié au retour d'expérience à Axelib Mobilité, petite collègue de l'État. Est-ce qu'il y a besoin, est-ce que si je vous repartage
sélectionner fenêtre. Hop. Si je vous... Est-ce que vous voyez l'écran? Donc, on a bien une politique avec un cadre légal en haut, la législation, le droit des voyageurs de disposer de l'information, l'obligation des régions de proposer un système d'information, la double obligation de collecte dans le Code des transports, dans le Code de la voirie routière, l'arrêté du 28 mai 2024 qui dit quelle est la langue que l'on doit utiliser, la disposition qui impose aux communautés, aux commissions communales d'accessibilité ou aux commissions interco d'accessibilité d'utiliser l'analyse des données pour pouvoir orienter les travaux et donc orienter le PAV. Tout le travail autour de la norme côté transport avec NETEX, la norme côté voirie avec le CNIJ, tout le bloc vert, les outils de collecte qui existent, la passerelle vers le format d'échange, parce qu'il y a un seul et unique format d'échange obligatoire qui est le format d'échange NETEX Accessibilité, qui va alimenter toutes les applications MAS calculateurs d'itinéraire et les bases de données qui peuvent aussi permettre d'actualiser les PAV, les plans d'accessibilité de la voirie des espaces publics. Oui, pour le cadre bâti, Jérôme Zouki, il y a bien une normalisation à respecter. C'est le standard sur l'accessibilité du cadre bâti. Il est disponible sous accès libre et sinon on peut vous l'adresser. N'hésitez pas à me passer un petit mail s'il y a besoin. Je vous mets en contact avec ma collègue Julia Zucker qui s'occupe de la partie de l'application de la plateforme accès libre. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà obligés de partir, donc bonne journée à ceux qui partent. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous avez des spécialistes là sous le coude si vous avez besoin. Vous aurez accès évidemment au replay. Marianne pourra le faire passer puisqu'à partir du moment où vous êtes inscrit. Il y a la newsletter aussi de la DMA. N'hésitez pas à l'utiliser, la newsletter de la DMA pour toute la partie accessibilité, que ce soit cadre bâti, voirie, tourisme, transport. Il suffit de passer un message à dma.sg, la même chose que moi, développement-durable. Pour ceux qui sont vraiment sur la donnée, il y a la newsletter du PAN et les webinaires et les séminaires du PAN, du point d'accès national. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de ces spécialistes. Vous avez une équipe qui est hyper disponible, hyper compétente, qui saura vous accompagner quand vous vous posez des questions. Sylvaine Lenoxaïc pourra continuer à répondre aux questions des collectivités au fur et à mesure des contacts. On a l'agglomération du Pays Basque qui a travaillé sur une énorme base de données collectée localement. Elle a maintenant besoin de la diffusion au format NETEX. Claudine, je vous propose de vous rapprocher soit de moi, soit de Tuto pour qu'on vous explique comment passer au format NETEX à partir de ce que vous avez. Voilà, il y a toujours la page données d'accessibilité, c'est vraiment la page ressources de base. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, encore des échanges. Alors, il y a des questions qui ont été répondues en direct. Les liens OpenStreetMap, NETEX et CNIJ ont été énormément travaillés. C'était un choix que l'État a fait de vraiment s'appuyer également sur des ressources existantes. On est vraiment sur du colibri. Donc, merci aux personnes qui sont venues témoigner. Merci aux personnes qui ont assisté au webinaire et qui ont contribué, grâce à leurs questions, à faire de ce moment un moment dynamique. On est vraiment sur une politique de colibri. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. On est dans de la co-construction. Et on est là en animation pour pouvoir accompagner, mettre en relation. Nous avons par exemple répondu à Bordeaux Métropole hier à Justine Morel sur ces questions
de collecte PAV et d'information voyageurs. Voilà. Et donc, le mot de clé, gouvernance, hein, Sylvaine l'a prononcé, sans une gouvernance locale, il y a une véritable perte d'énergie des services, il n'y a plus le sens suffisant. Donc, avec une bonne gouvernance, chacun comprend quel est son rôle dans ce chantier, dans ce vaste chantier. Et à partir de cet élément-là, permet d'avoir des productions rapides. Je laisse la parole peut-être à Fabrice et à Marianne pour le mot de clôture. Avec plaisir, merci beaucoup Muriel, merci beaucoup à toutes et tous nos intervenants du jour, également à vous qui avez assisté à distance à l'événement, également aux futures personnes qui pourraient regarder ce webinaire qui, comme il a été dit tout au long de l'événement, sera disponible en replay. Il suffit pour cela soit de s'inscrire à l'événement pour les personnes qui ne l'auraient pas déjà fait, soit de cliquer sur le lien qui va être automatiquement envoyé une fois cet événement terminé. Quelques mots peut-être sur ce passionnant dossier de la revue Tech, comme ils le sont tous, bien évidemment. Si vous a intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Mobile Impulse, sur lequel il est toujours possible de vous procurer le numéro à la fois en version papier et en version PDF. C'est un numéro d'ailleurs qui est un peu particulier, tout comme à l'image de cette année pour l'association, puisqu'il s'agit d'un dossier qui contient un numéro qui contient un double dossier. Donc c'est un numéro dans lequel on parle d'accessibilité et également de mobilité dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour vous dire quelques mots rapides sur la revue Tech, si vous ne la connaissez pas déjà, il s'agit d'une revue trimestrielle à caractère technique et scientifique. Donc le prochain numéro, il est peut-être trop tard pour y contribuer puisqu'il devrait sortir début novembre. Mais si vous êtes intéressé à la fois par la revue pour y contribuer ou pour vous y abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous laisse mon mail ici. Le prochain numéro, le numéro suivant, celui qui sera publié dans le cadre du congrès de Mobile Impulse, j'espère que vous avez déjà bloqué vos dates en janvier 2026, sera consacré aux collectivités actrices des mobilités. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous souhaitez contribuer ou en savoir plus sur ce numéro, toujours pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et enfin, si ce qu'a présenté Fabrice sur la manière dont Mobile Impulse envisage la mobilité, sur ses activités, ou si vous avez d'autres questions sur toutes les différentes actions de l'association, n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter directement notre site. Vous pourrez notamment y accéder directement en scannant le QR code qui apparaît à l'écran. Voilà, merci encore à toutes et tous pour votre présence et votre participation. À très vite et bonne journée. Merci encore. Merci, bonne journée. Merci à la revue Merci, Tech. bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.